Bienvenue dans la deuxième édition de No Code Talks. Donc, je suis votre hôte Pierre Simonin, je suis freelance no code et membre de No Code France, qui est l'association de la communauté francophone des acteurs du no code. Donc, cette émission est en direct sur le Twitch No Code France tous les premiers mercredis du mois et vous pouvez la retrouver en replay sur ma chaîne YouTube Pierre Simonin No Code ou sur toutes les plateformes de streaming sous le nom de No Code Talks avec Pierre Simonin. Aujourd'hui, nous allons parler de diversité et d'inclusion dans le mouvement No Code. Alors, pour les personnes qui nous rejoignent, je précise que le no code, c'est à la fois un ensemble d'outils et aussi un mouvement qui vise à développer des outils et des applications sans avoir besoin d'écrire de lignes de code informatique, d'où le nom no code. On entend beaucoup à droite à gauche que le no code est plus facile et plus accessible que le code et qui permet à de nouveaux profils d'entrer dans le monde du développement informatique. Ce qui est totalement vrai, mais à entendre certains discours, on a parfois l'impression que le no-code serait par nature ouvert à toutes et tous, inclusif, égalitaire, et ça, malheureusement, on aimerait que ce soit vrai, mais c'est faux, c'est pas aussi simple. Malheureusement, aucun domaine, aucun sujet, aucun environnement n'est par nature inclusif, et aujourd'hui, on va donc dresser un état des lieux de la diversité et de l'inclusion dans le monde du no-code. On va parler des mécanismes de l'inclusion et de l'exclusion, on abordera les chiffres et les tendances de la communauté no-code, et enfin, on envisagera ensemble les pistes d'action pour faire du no-code un mouvement plus divers et plus inclusif. Et pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir Manon Mercier. Donc Manon est engagée depuis ses études pour la diversité et l'inclusion, elle est diplômée en sociologie et sciences politiques, elle commence sa carrière dans les ressources humaines, dans des postes toujours orientés vers l'inclusion, puis elle tombe dans la marmite du produit et du no-code. Elle se reconvertit en suivant une formation de product builder et product manager chez Maestro. Elle s'y éclate, mais elle est un peu rebutée par le discours ambiant qui dit que le no-code, c'est facile, alors qu'elle, au début, elle a un peu l'impression de galérer. Et aujourd'hui, elle est product leader à impact chez HEC et elle fait son maximum pour concilier au quotidien ces deux missions qui sont s'éclater dans la création de produits et faire progresser la diversité et l'inclusion dans la tech. Bienvenue Manon. Hello, merci beaucoup, bonjour à tout le monde et merci beaucoup pour cette présentation. Franchement, tu me pitches mieux que moi-même, je pense. Écoute, ça me force à connaître mes invités et je trouve ça intéressant d'avoir un regard extérieur d'une personne sur son propre parcours. Carrément. Ça m'intéresserait que quelqu'un me présente comme ça aussi. Donc, la diversité et l'inclusion, ce sont de très très vastes sujets. On va pas être exhaustif. On va pas être exhaustif aujourd'hui. On va pas résoudre tous les problèmes du monde, mais on va essayer de balayer un peu méthodiquement les principaux sujets. Et pour commencer, donc, déjà une introduction au sujet de la diversité et de l'inclusion. Pourquoi c'est important déjà comme sujet ? Alors, c'est important, tout est relatif. Pour moi, ça l'est. Après, ça peut être comme tout un tas de sujets, hein. Ça peut être très important pour certaines personnes et moins pour d'autres. Et justement, je pense que le but, c'est aussi quand un sujet te tient à cœur, de pouvoir le porter pour que ça soit un petit peu plus au centre des préoccupations. Après, c'est un sujet qui est important aussi d'un point de vue légal, surtout dans les entreprises. Et donc, du coup, on parle beaucoup de diversité, mais en réalité, c'est plutôt de la lutte contre les discriminations dont il s'agit. Mais ce terme, il s'est instauré un petit peu dans les entreprises de cette façon-là. Et l'idée, c'est que voilà, souvent, on entend par là égalité femmes-hommes, etc., des questions de handicap. Mais en fait, il y a 25 critères de discrimination. Donc voilà, l'idée, c'est qu'à la base, c'est de la lutte contre les discriminations. Donc c'est vraiment d'un point de vue aussi juridique. Mais forcément, quand tu t'intéresses un petit peu à qu'est-ce qui fait qu'on fait société, qu'est-ce qui fait qu'on fait groupe, et du coup, les mécanismes d'inclusion et d'exclusion, forcément, tu peux facilement t'intéresser à ces sujets et voilà, comprendre quels sont les mécanismes. Donc pour moi, à l'échelle d'un groupe ou d'une entreprise ou d'une société, c'est des questions hyper importantes. Je savais que j'allais m'éclater dans cet échange et dès ma première question, tu me prends à contre-pied, je te demande pourquoi c'est important, tu me dis en fait ça dépend des priorités des personnes et en fait je rebondis là-dessus parce que je trouve que c'est un point extrêmement important à garder en tête pour juste comprendre et appréhender les échanges humains et ces sujets de diversité et inclusion, mais beaucoup d'autres sujets qui est juste que en fait, on a des priorités différentes, on a des systèmes de valeurs qui font qu'on a des priorités différentes et qui font que c'est pas tant qu'une personne a raison ou une personne a tort. Il est possible d'avoir raison ou tort sur des faits, bien sûr, mais il y a aussi des sujets
Alors là, pour le coup, je suis pas trop d'accord dans le sens où, en fait, justement, un des gros enjeux, en fait, autour de la diversité, c'est de dépassionner un petit peu le débat, justement, et de montrer que c'est pas une question de positionnement politique. Donc, pour le coup, j'ai écrit un mémoire là-dessus, justement, quand j'étais chargée de diversité et inclusion, sur l'idée qu'en fait, il y a des choses qui sont du point de vue du positionnement, comment t'en fais une priorité, etc. Mais en tout cas, en tant que personne, en tant que société, en tant qu'entreprise, il y a quand même un cadre légal qui fait que, justement, on essaye de dépassionner le débat et de dépolitiser quelque part ces questions. Et se dire, c'est pas une question de point de vue. Toi, individuellement, oui, tu peux le mettre dans une échelle de valeur plus ou moins importante, mais il y a vraiment un cadre légal qui fait qu'il y a des choses que tu peux faire ou ne peux pas faire. Et du coup, on essaye de faire en sorte que ce soit plus un débat de quel bord politique tu es, etc. C'est vraiment, il y a un cadre commun et un socle commun sur lequel on doit s'entendre. Et après, tu places plus ou moins comme une priorité, tu peux être proactif dessus. Mais il y a quand même un minimum sur lequel être d'accord. Donc, c'est une question de valeur, oui et non quand même. Non, ce que je disais n'était pas du tout en conflit avec ça, c'était plus dans le sens où certaines personnes ont des priorités et ça va être le sujet pour certaines personnes et un sujet secondaire, voire totalement invisible pour d'autres. Et on peut avoir raison, on peut avoir tort sur des faits. Une personne qui dit on vit en France aujourd'hui dans une société totalement égalitaire a tort. Une personne qui dit moi la diversité c'est pas ma priorité, c'est son point de vue. On peut être désaccord. Après, moi, pour répondre à ma propre question, pourquoi, pour moi, c'est important, c'est avant tout une question de justice. Justement, il existe aujourd'hui un déséquilibre dans la société qui n'est plus approuvé. Enfin, et c'est pas juste la France, c'est dans toutes les sociétés. Il existe des déséquilibres et dans toutes les sociétés occidentales, les déséquilibres sont un peu les mêmes. Il y a des nuances, etc. Mais on retrouve un peu les mêmes traits. Ces déséquilibres vont créer un système de discrimination et de privilèges. Et pour moi, c'est juste une évidence de dire on a besoin de plus d'équité, même si à titre personnel je fais partie de la catégorie privilégiée sur à peu près tous les sujets, mais ça ne veut pas dire qu'il faut pas s'attaquer au problème et qu'il faut pas donner aussi la parole à plus de personnes, et donc tu dis on a un socle commun pour aborder ces sujets. Ah, Kevin me dit que j'ai des lunettes. Je peux effectivement être discriminé pour ça. Ça y est, je ne suis plus le grand... En réalité, il y a 25 critères de discrimination, donc l'apparence physique en fait partie. Après, voilà, on considère une discrimination dès le moment aussi où elle a une répercussion à l'échelle systémique. Donc, il y a peu de chances qu'en ayant des lunettes, quand même, tu te fasses... Enfin, ça peut arriver, mais que tu puisses te voir refuser un appartement, un travail et refuser des droits fondamentaux. Il y a peu de chances, mais bon. C'est plus dans la cour de l'école quand tu es petit que tu te fais un peu embêter des fois. Mais depuis que je n'ai plus 12 ans... ce n'est pas un problème dans la vie. Non, enfin, blague à part, effectivement, c'est vraiment des sujets systémiques. Et tu disais, on part d'un socle commun pour aborder ces sujets. De quoi il est constitué, ce socle commun? Quels sont vraiment les points essentiels à comprendre, à garder en tête pour parler de diversité et d'inclusion? Déjà, il y a le cadre légal, en fait, qui est vraiment l'idée que, voilà, il y a toi, en fait, en tant qu'individu, forcément, tu peux pas, c'est interdit de commettre certains actes discriminatoires, mais après, en tant qu'entreprise, c'est vrai que c'est très différent. Tu peux beaucoup moins te permettre de dire, ah, moi, la diversité, c'est pas un sujet, parce que tu vas forcément te faire attraper par le cadre légal. Donc, déjà, il faut bien distinguer l'échelle individuelle et l'échelle sociétale et aussi d'une entreprise. Et le socle commun, ça dépend de quel point de vue tu pars, du coup. Mais l'idée, c'est que tu as quand même une réalité en fait sociologique et statistique qui fait qu'effectivement, ça va pas être du relativisme du style chacun pense ce qu'il veut, chacun sa réalité, etc. Quand je dis socle commun, c'est qu'il y a des choses que tu peux faire et ne peux pas faire selon l'échelle à laquelle tu te situes. Et il y a des réalités qui sont prouvées et démontrées qui font qu'on ne vit pas en dehors de la société, tu vois. Donc, c'est plus, je parlais plus d'un point de vue statistique et légal. Et quelles sont un peu les idées reçues sur le sujet qu'on a envie de démonter là en 5 minutes? Il y a énormément d'idées reçues, mais je pense l'idée reçue, la première vraiment là-dessus, c'est souvent on se dit que c'est si tu as des bonnes intentions, ça suffit. En fait, on est dans une société où il y a des inégalités, des discriminations qui se jouent à l'échelle systémique, donc ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui nous dépasse et il n'y a pas la question de volonté en fait. Quelque part, on s'en fiche un petit peu de savoir est-ce qu'on a voulu, est-ce qu'on n'a pas voulu, si tu fais des actions justement en faveur de la diversité, oui, mais quelles sont tes réelles intentions, est-ce que tu le fais pour ton image, etc. Au final, j'ai envie de dire, on s'en fiche un petit peu. L'idée, c'est vraiment de se dire
dire, voilà, c'est pas une question de bonne volonté et d'intention. On sait que quand même la plupart des personnes, sauf des personnes qui s'avouent voilà, ouvertement racistes, sexistes, homophobes, etc., finalement, il y a énormément de personnes dont ça échappe un petit peu, à qui ça échappe un petit peu, et en fait, tu n'as pas vraiment une emprise là-dessus. Donc, ce qu'il faut nexter déjà dès le départ, c'est cette idée de, voilà, moi, je veux pas discriminer. Oui, en fait, tu veux pas discriminer, mais en fait, il se peut que, et même 80% de chances que dans tes actions au quotidien, tu aies des actions qui puissent être en tout cas stigmatisantes et peut-être discriminatoires sans même le vouloir. Donc, je pense qu'il faut évincer tout de suite, c'est l'idée de, par exemple, tu vas dire à quelqu'un, ah, ce comportement que tu as eu ou cette remarque, bah, c'est un peu border sur les questions de sexisme ou de racisme, etc. Les personnes vont dire, ah non, non, mais je suis pas raciste. En fait, l'idée, c'est pas qu'on t'essentialise et qu'on te dise tu es comme ci, tu es comme ça. C'est de dire à un moment donné, tes propos peuvent participer à une mécanique qui te dépasse et qui fait que ça peut avoir une répercussion qui elle-même te dépasse aussi. Donc, je pense la première chose, c'est cette question de volonté, pas volonté finalement. Vraiment, ça ne résout rien au débat et au contraire, ça nous écarte un petit peu du sujet. Donc, je pense que c'est la première chose qu'il faut enlever. Et c'est aussi, en même temps, par rapport à ça, ça va un peu avec la bonne volonté, mais l'idée que finalement, c'est pas un domaine où tu as besoin d'expertise. En fait, comme on se dit que c'est un sujet, c'est une question de point de vue et que personne, enfin, je précise que c'est un domaine où tu n'as pas besoin d'expertise, ça c'est l'idée reçue. Exactement, exactement. La première idée reçue, c'est que tu n'as pas besoin, enfin, c'est que c'est une question de volonté, en fait. Et du coup, si tu n'es pas intentionnellement discriminant, bah, forcément, tu ne le seras pas dans tes actes. Et l'autre idée reçue, c'est que c'est un domaine où finalement, c'est un peu du bon sens, tu n'as pas besoin d'expertise. Or, tu vois, on s'accorde très bien à se dire, si demain, tu veux construire un produit digital, tu vas faire appel à des personnes qui sont un minimum expertes. Tu veux construire une maison, tu vas faire appel à un architecte et des personnes qualifiées. Et on va vraiment reconnaître, je sais pas, demain, tu veux être expert comptable, pareil, tu vas pas t'inventer. Mais en fait, il faut vraiment se dire, sur les questions de diversité et inclusion, c'est pareil. Et tous les sujets sociétaux en général, on peut faire très, très facilement pire que mieux. Donc souvent, les gens qui viennent avec plein d'intentions et qui se disent, non mais moi, c'est vraiment des sujets que j'adore, mais qui n'ont jamais bossé dessus, en fait, on peut être sûr que ça fera pire que mieux. Donc c'est vraiment les deux choses. Penser qu'on peut se passer d'expertise et du coup de regard d'expert et penser que c'est juste une question d'intention. Écoute, moi, tous les premiers points que j'avais notés, tu les as brillamment expliqués, donc je vais pas revenir dessus. Je vais juste illustrer sur cette histoire d'intention, sur le fait que les bonnes intentions, évidemment, ne suffisent pas, mais peuvent même avoir des effets pervers, en fait, quand on n'y fait pas gaffe. On va parler un peu plus tard de l'enquête de satisfaction qu'on a faite dans le Slack No Code France. Et il y a un commentaire sur lequel je suis tombé. Sur les points d'amélioration dans le Slack, il y a une personne qui dit « Évitez que cela soit toujours les mêmes qui interviennent lorsqu'il y a des questions. Il est parfois difficile de trouver sa place face aux experts. » Je prends ça un peu pour moi. Je suis loin d'être le seul dans ce cas-là, mais je réponds beaucoup aux questions dans le Slack et je le fais pour aider les gens. En fait, il y a des gens qui ont des problèmes, qui ont des questions et je me dis je vais les aider. Et en fait, en faisant ça, j'exclus des personnes qui se jugent moins expertes et qui du coup sont un peu freinées et n'osent pas participer. Comment on aborde ces sujets-là, enfin, c'est un vaste sujet, mais même avec les meilleures intentions du monde, on peut pousser des gens un peu sur le côté. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de tout faire. Kevin me dit, s'il te plaît, continue de répondre sur le Slack. Carrément. J'ai pas l'intention de m'arrêter du jour au lendemain, mais en lisant ça, je me suis dit, peut-être qu'en fait, sur les canaux très utilisés, par exemple Airtable, on peut faire un canal Airtable débutant, un canal Airtable avancé, avec des questions qui sont différentes et des gens potentiellement différents qui y répondent, et qui permettraient à chacun de trouver son espace, et que si un expert répond un peu trop sur le canal Airtable débutant, on dit bon, écoute, tu vas sur l'avancée, là tu laisses les gens se faire un peu la main et tu prends juste les questions qui sont un peu plus que des questions de débutants, parce qu'il y en a qui ont aussi des questions très avancées, mais qui manquent de confiance en eux-mêmes et qui imaginent que leurs questions sont forcément radépâquerettes. Après, tu as d'autres, en fait, faut se dire que vraiment, tu as d'autres logiques qui se jouent dans le sens où, déjà, le simple fait d'en avoir conscience, c'est déjà très bien, parce que ça te permettra de te questionner. Faut se dire qu'il n'y a jamais une bonne réponse et une bonne chose à faire. Donc, typiquement, créer plusieurs canaux, ça peut être bien, mais ça peut aussi être se dire, par exemple, comment est-ce que tu peux faire, tu as vraiment l'action que tu as à l'instant T.
Donc, par exemple, le fait que toi, tu répondes et que peut-être quelqu'un de moins qualifié se sentira pas, du coup, la possibilité de répondre. Mais il faut se dire que les actions, elles commencent bien en amont parce qu'en fait, tous ces mécanismes qu'on a, c'est en fait des normes sociales qu'on a intégrées qui vraiment sont construites depuis notre éducation familiale, l'éducation qu'on a reçue à l'école et tout ce qu'on voit en fait et ce qu'on vit dans la société. Donc, il faut se dire que pour aller en amont de ça, il faut aussi faire des actions un petit peu proactives, peut-être, par exemple, pour se dire, OK, je constate, c'est partir d'un constat, OK, beaucoup d'hommes répondent, par exemple, beaucoup de personnes qualifiées, beaucoup de personnes qui sont expertes, et du coup, des personnes moins expertes n'osent pas répondre. C'est aussi se dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour, en amont, aller tacler cette chose-là. Donc, ça peut être très bien se dire, par exemple, essayer de définir aussi une communauté d'expertes au féminin, si on trouve que les femmes interviennent moins, mais ça peut être tout un tas d'autres catégories, puisque, comme je dis, il y a 25 critères de discrimination. Donc, en fait, ça peut être ça, comme ça peut être aussi donner un petit coup de pouce à quelqu'un d'autre qui va être une personne qui est moins visible et qui est experte aussi. Ça peut être aussi, effectivement, créer un canal dédié pour une certaine catégorie de personnes qui vont être débutantes. Enfin, tu peux faire ça par plein d'actions. Mais il n'y a jamais une voie toute tracée. Mais le simple fait vraiment d'en avoir conscience et de se dire, OK, est-ce que là, je pourrais pas peut-être faire une petite passe décisive à quelqu'un d'autre ou autre, c'est déjà en fait une première étape pour essayer de corriger des inégalités. Et en avoir conscience, ça passe aussi par ce que tu disais tout à l'heure, c'est le fait que personne n'est parfait. C'est pas une histoire de personne, c'est pas je te dis que tu es raciste, c'est je te dis que là, ce que tu as dit, ça avait une connotation raciste. Et en fait, c'est très différent. Et enfin, c'est des normes sociétales qui sont construites, qui sont incluses en nous. Donc, même quand on a beaucoup de bonnes intentions, qu'on commence à s'informer, etc., on n'est pas à l'abri de faire des erreurs. Je suis pas à l'abri de faire une remarque sexiste. Et si on me le dit, mon réflexe doit être d'accepter ça, de me dire ok, j'écoute, j'essaie de comprendre ce qu'on me dit, plutôt que de dire mais attends, je suis pas sexiste. Justement, j'ai fait un live sur le Code France, j'ai parlé de diversité et inclusion. Va pas me faire des leçons. Et en fait, c'est malheureusement les réactions qu'on voit la plupart du temps. Non, personne n'est parfait et je veux dire d'autant moins quand on n'est pas expert du sujet. Et aussi là, tu parlais des différents, des 25 critères de privilèges, d'exclusion. De discrimination, ouais. Et de discrimination. Enfin, la diversité, l'inclusion, d'ailleurs, on pourrait s'interroger sur ces termes. Kevin nous disait que c'était pas forcément universel, mais pour le coup, définition, justement, en fait, c'est ça qui est bien, c'est toujours se dire, OK, comment dépassionner un débat, comment trouver des solutions concrètes, etc. C'est vraiment de revenir à la base. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est des avis sur lesquels on a tous et toutes un avis parce que c'est des sujets sur lesquels on a tous un avis parce qu'on baigne dedans. Mais il y a vraiment des personnes qui ont réfléchi pour le coup, pour venir de domaines comme la sociologie, la science politique. Il y a vraiment des gens qui passent des années de thèse et même ça fait des années en fait qu'il y a de la recherche là-dessus. Donc, il faut se dire que vraiment, c'est pas parce que nous, à l'échelle individuelle, on n'arrive pas à trouver une définition qu'il n'y en a pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on peut se mettre d'accord et justement construire un socle commun en se disant ça. Mais en fait, parler de diversité, c'est une catégorie très, très molle. Et c'est pour ça que ça a été aussi porté par les entreprises. En réalité, c'était un peu pour dépolitiser le débat. Mais il faut vraiment penser plutôt en termes de lutte contre les discriminations. Et pour le coup, là, il y a un cadre légal qui existe. Et il y a des statistiques aussi, donc on peut s'y référer. Mais ce que je trouve super intéressant qu'il y avait aussi dans le chat, et je trouve que c'est un peu le cœur du problème, et puis pour rebondir aussi sur ce que tu as dit, en réalité, on peut vraiment faire le deuil. Il n'y a jamais un monde où ce sera parfait, où on ne discriminera plus, même soit à l'échelle individuelle. Donc, c'est très simple de faire le deuil de cette idée parce que vraiment, tu pourrais cumuler les 25 critères de discrimination que encore tu produirais des comportements qui peuvent être discriminants. Donc, soit tu peux te dire genre, oh mon Dieu, ce sera jamais fini et te dire, vas-y, je lâche l'affaire. Soit tu peux aussi te dire, ok, bon, on fait aussi le deuil de ça. On va pas justement le prendre personnellement dès qu'on va nous dire quelque chose et faire un peu le deuil de cette perfection à atteindre. Et du coup, c'est Kevin aussi qui disait, voilà, d'une communauté de 8000 membres, tu peux pas, en fait, c'est super dur à mettre en place. Mais c'est vrai que c'est des sujets qui sont de fait complexes et qui ne seront jamais résolus à 100%, mais c'est pas pour autant qu'on ne peut rien y faire. Donc c'est comme tout en fait, c'est un apprentissage, c'est un processus dynamique qui prend du temps, qui n'est jamais linéaire. Et ce qui est sûr, c'est que comme on vit dans des sociétés qui ont des mécanismes et des normes discriminantes, en fait l'idée c'est que si on ne fait rien contre ça, on ne va faire qu'accentuer. Et le meilleur moyen du coup pour corriger ces inégalités, c'est d'en prendre conscience déjà, mais sans chercher à atteindre une perfection. Et la variété de ces sujets, de ces discriminations, fait aussi qu'il est très difficile d'en parler de manière globale, parce qu'il y a évidemment des points communs entre ces différentes discriminations, mais aussi des spécificités sur chacun de ces sujets. Et en fait, chacun de ces sujets
et un sujet, on va dire, d'expertise, quoi. Tu disais tout à l'heure que Exactement. pour en parler, pour agir, il faut de l'expertise, il faut de la connaissance, il suffit pas juste d'un peu de bonne volonté et de bon sens. Et donc, c'est difficile à aborder vraiment dans sa globalité. Mmh. Et aujourd'hui, il y a des chances qu'on parle plus de parité homme-femme que des autres discriminations. C'était déjà le cas dans l'événement que tu avais animé Mmh. en décembre chez Maestro, un événement passionnant qui m'avait justement beaucoup aidé à structurer aussi ma pensée et ma réflexion sur le sujet. Et c'est vrai que le sujet était diversité et inclusion. En pratique, 90% du temps, ça parlait Ouais. de parité homme-femme. Et ça, c'est vraiment dû au cadre légal aussi, hein. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est avant tout ça, en fait, qui impulse aussi une dynamique. En premier lieu, tu as vraiment le sujet de la parité femmes-hommes dans les entreprises, notamment, et ensuite les sujets de handicap. Donc, c'est vraiment ça aussi qui va poser un cadre et qui va impulser des actions, etc. Donc, Effectivement, tu peux le considérer au sens large. Après, ce qui est aussi chouette, c'est de se dire que tu peux, même si effectivement chaque sujet est une expertise en tant que telle, vraiment, si tu veux te sensibiliser à ça et comprendre les mécanismes de base, un mécanisme qui crée une discrimination, c'est quand même assez tout le temps le même, en fait. Donc, rien que de comprendre ça, tu peux comprendre assez facilement comment ça peut se transposer à chacun des sujets. mais enfin, ça fait aussi que tous les sujets n'ont pas la même visibilité. On parle beaucoup de racisme, de sexisme, les discriminations envers les handicapés, on en parle très très peu, la grossophobie, et il y a de multiples, voilà, de multiples manières d'être discriminé. La roue des privilèges est un outil très intéressant pour ça, que j'avais découvert d'ailleurs Ouais. à Tu as aussi l'événement de Caen. une conférence très chouette qui s'appelle Mes identités nationales, que je mettrai, si tu veux, enfin, je pourrais te donner pour les ressources, qui explique très très bien en fait ce que c'est le mécanisme qui crée une discrimination et qu'est-ce qui fait qu'on peut parler ou non d'une discrimination et qu'est-ce qui est plus de l'ordre de la stigmatisation ou d'un comportement isolé. Mais effectivement, tu as tout un tas de discriminations et de critères qui font que ça va pas avoir les mêmes répercussions, pas les mêmes implications aussi à l'échelle politique et en termes de législation aussi. C'est-à-dire que la loi, aujourd'hui, ne protège pas toutes les victimes de discrimination de la même manière. C'est ce que tu nous dis, que certaines discriminations sont prises en compte et les autres moins. Bah, déjà, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que toujours, il faut une réalité pour la mesurer. Donc, ce qui est sûr, c'est que, par exemple, au niveau des discriminations raciales, ça va être beaucoup plus compliqué, tu vois, d'avoir des données construites là-dessus. Mais après, ça, c'est vraiment des questions d'ordre, comment dire, historique et politique et comment une société se construit aussi sur ces sujets-là. Mais ce qui est sûr, c'est que, par contre, tu as vraiment un cadre légal qui est le minimum. Et après, tu as des façons d'être plus ou moins proactif sur ces sujets. Et donc, il y a plein de choses qui ne sont pas punies légalement, mais pour autant, par exemple, les entreprises vont agir dessus. Mais selon si les sujets sont plus ou moins touchy, elles vont plus ou moins y aller. Donc, au plus il y a un cadre légal et des politiques publiques qui accompagnent, comme pour l'égalité femmes-hommes et le handicap, au plus ça va inciter les entreprises, aussi parce qu'elles ont des sanctions, à mettre des choses en place. Et c'est ça, mine de rien, qui va vachement teinter aussi le débat public sur ces sujets-là. Mais ce qui est sûr, c'est que normalement, le cadre légal prévoit que les 25 critères de discrimination soient pris en compte. Après, tu as toujours un écart entre la théorie et la pratique, mais ça, c'est encore autre chose. Ok. Avant qu'on passe au constat dans la communauté no-code en particulier, d'autres points là, pour clore cette introduction sur la diversité et l'inclusion? Carrément. Du coup, Okay. tu veux que... Non, je te Non, laisse... je demandais juste si tu avais quelque chose à ajouter pour clore l'introduction. Non, bah, si ce n'est Non. que voilà, les deux écueils qu'on disait et surtout de se déculpabiliser aussi un petit peu en reconnaissant que voilà, faut mettre un petit peu l'ego de côté aussi et comprendre que quand on parle de comportements qui sont plus ou moins inclusifs, on fait aussi appel à des réalités sociologiques qui nous dépassent et aussi au fait, parfois c'est juste comprendre qu'on peut heurter la sensibilité de certaines personnes sans forcément le vouloir. Et il faut se dire que si on dépassionne un petit peu le débat, c'est comme si quelqu'un te dit attends, mais là en fait, tu es en train de dire quelque chose qui me blesse. C'est est-ce qu'on se dit bon bah ok, oh là là, je m'en fiche, ou est-ce qu'au contraire, je vais m'intéresser au ressenti de la personne et du coup mettre ma singularité de côté. C'est que la première arme finalement pour s'attaquer au sujet, j'ai envie de dire, c'est l'humilité. Accepter qu'on ne connaît pas tout, qu'on ne comprend pas tout, qu'on peut faire des erreurs. Arriver avec ses jugements à la porte-pièce, ses gros sabots et ses solutions miracles, ça fait souvent plus de mal que le bien, même avec toutes les bonnes intentions du monde.
Et enfin, c'est vrai sur le sujet de la diversité et de l'inclusion, mais sur à peu près tous les autres sujets, c'est une vérité générale, mais c'est vrai que c'est important de garder ça à l'esprit. Moi, j'ai dit et pensé un certain nombre de conneries au fil des années avant de réaliser un certain nombre de choses. Et personne n'a la science infuse. Enfin, c'est intéressant de se dire que une femme n'a pas la science infuse sur le sexisme, par exemple, juste parce que c'est une femme. Elle a fait l'expérience d'un certain nombre de choses que moi, je ne pourrais qu'imaginer, et je ne saurais jamais ce que ça veut dire de le vivre. Mais en attendant, pour se faire un avis sur le sujet, se renseigner est de toute façon indispensable, qui que l'on soit. Et de toute façon, enfin, c'est pas juste l'affaire des personnes qui sont discriminées. Carrément. Carrément, je me permettrais même d'ajouter qu'au final, en fait, il y a plusieurs étapes quand on prend conscience de ces choses-là. Et parfois, il y a un peu une étape aussi où finalement, on va se dire, bah, justement, cette personne, par exemple, est une personne racisée, est une personne en situation de handicap ou autre. On va aussi lui plaquer forcément des discriminations dessus. Alors que parfois, la personne, c'est propre à elle-même aussi de se définir et de dire, est-ce qu'elle se reconnaît déjà dans cette catégorie? Est-ce qu'elle-même a été victime, juge avoir été victime ou non de discrimination? Donc, c'est aussi bien de se dire, en fait, finalement, il y a quelque chose qui est sociétal et qui nous dépasse, mais il y a aussi une affaire d'individu, et du coup de ne pas plaquer des suppositions de vécu ou de discrimination sur les personnes, parce que ça peut être aussi violent. C'est par exemple pas parce qu'on est une femme qu'on a forcément vécu du sexisme, ou peut-être qu'on n'en a pas conscience, ou qu'on n'en a pas vécu, ou qu'on estime ne pas en avoir vécu. Il faut aussi respecter ça, et c'est vraiment se dire que voilà, il y a une part aussi de sociétal et une part de singularité là-dedans qu'il faut apprendre aussi à respecter. Et ça va pareil aussi pour les personnes racisées et pour les 25 critères en fait. C'est vrai que c'est une... Ça, moi, ça m'a fait un choc le jour où j'ai réalisé qu'en fait, les populations justement discriminées sont le plus souvent réduites justement à cette identité de minorité, entre guillemets, parce que les femmes ne sont pas une minorité, c'est la moitié ou même un peu plus de la population. Mais c'est une minorité dans le sens où elles sont largement discriminées par rapport aux hommes. Et ça, c'est quelque chose dont on peut prendre conscience quand on voit la représentation des personnes qu'on peut avoir dans la société. C'est quand même beaucoup une société d'hommes retransmise à travers le regard des hommes. Et c'est vrai que c'est choquant, quand on y fait un peu gaffe, de regarder notamment sur les médias visuels, les films, les bandes dessinées, etc., de se rendre compte qu'un personnage, entre guillemets, normal, c'est-à-dire qui n'a pas de genre défini, de comportement racisé, entre guillemets, avec les stéréotypes qui vont avec, etc., souvent on fera jouer ça par un homme blanc. Et les femmes vont jouer des rôles de femmes, les noirs vont jouer des rôles de noirs, etc. Et ça a tendance à changer depuis quelques années, tant mieux, mais c'est vrai que c'est choquant de voir qu'en fait... pour Hollywood, par exemple, être noir, c'est un rôle. Enfin, c'est un type de personnage noir. Et c'est pour ça qu'il y a un collectif d'actrices qui s'est fondé aussi, enfin qui s'est créé en disant noir n'est pas mon métier, parce que voilà, l'idée c'est vraiment de comprendre aussi que c'est une question de stéréotype et qu'en fait une des premières étapes du processus qui va mener à une discrimination, c'est justement l'essentialisation, qui va faire qu'on va essentialiser une caractéristique d'une personne, mais on ne va la voir plus qu'à travers cette caractéristique. Et du coup, elle perd toute singularité en fait, et elle perd toute nuance, et sa personne n'est plus que ça. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de prendre conscience que oui, en fait, parfois on va identifier quelqu'un d'une certaine façon, mais libre à la personne aussi de se définir comme elle en a envie. Il y a des personnes qui vont vraiment revendiquer aussi, c'est ce qu'on appelle aussi l'appropriation du stigmate. Donc tu portes un stigmate et finalement tu vas te le réapproprier, tu vas le revendiquer même et tu vas te définir comme ça, mais pas toutes les personnes vont faire ça. Et c'est aussi important de comprendre que si on veut casser cette mécanique, il faut aussi casser la première étape qui est d'essentialiser les personnes et du coup de sortir un peu de ça. On va vite altériser quelqu'un et se dire ok, cette personne par exemple elle est noire, du coup elle n'est pas comme moi, etc. Bon, ben en fait peut-être que elle se considère même pas comme ça quelque part et en fait il faut la laisser aussi se déterminer et s'intéresser à ça. Mais du coup, la façon la plus simple, on va dire, c'est vraiment de côtoyer de la différence aussi et de s'intéresser à ça et juste de faire preuve d'empathie et de comprendre comment est-ce que les gens vivent leurs expériences sociales, en fait. Comment est-ce qu'ils se définissent, comment ils se déterminent, etc. Qu'est-ce qui heurte plus ou moins leur sensibilité. Et ça, j'ai envie de dire, même si on ne s'intéresse pas au sujet de diversité et d'inclusion, en règle générale, si on veut être un peu bienveillant envers les gens, c'est aussi ce qu'on essaye de faire. Donc, on peut aussi se dire que finalement, c'est des mécanismes qu'on fait déjà souvent avec les gens qu'on apprécie, qui est de leur laisser une place pour leur singularité, leur vécu social et la façon dont ils voient les choses.
et de ne pas leur plaquer aussi de l'altérité ou des expériences dessus, des stéréotypes. Donc, je propose qu'on passe au sujet de la communauté no-code en particulier, du mouvement no-code. Je vais commencer rapidement avec quelques chiffres qui sont issus de l'enquête de satisfaction du Slack No-Code France. Donc No-Code France, j'ai expliqué ce que c'était. Slack, c'est une plateforme d'échange, de messagerie instantanée, beaucoup utilisée en entreprise. Le Slack No-Code France, c'est le lieu d'échange de la communauté No-Code France. Je fais une petite précision, je dis des choses qui ont l'air hyper évidentes, mais pour moi, c'est une des petites actions d'inclusion que je fais au quotidien, c'est juste j'explique les choses. Quand je parle de no-code, au début de l'émission, je dis ce que c'est le no-code. Quand j'ai le Slack No-Code France, j'explique ce que c'est. Peut-être que c'est inutile parce que toutes les personnes qui verront cet échange le savent déjà, mais je me dis que j'ai pas envie de laisser sur le bord du chemin des personnes qui arrivent, qui découvrent le sujet et qui se disent je ne sais pas de quoi on parle, c'est pas pour moi, next. Donc voilà, ça fait aussi partie, et ça c'est des choses qu'on voit beaucoup, notamment dans la communauté no-code, de personnes, de l'entre-soi, en fait, des personnes qui parlent de choses tout en sachant que les personnes en face savent très bien de quoi elles parlent, sauf qu'en fait non. Une petite partie, la plus visible, sait très bien de quoi on parle, et tous les autres, il y en a un certain nombre qui sont largués, malheureusement. Donc, sur cette enquête de satisfaction du Slack No-Code France, alors les résultats sont très loin d'être mauvais, hein, c'est même plutôt bon. On a une note de satisfaction de 8 sur 10, un niveau de recommandation à 8,9 sur 10, donc ça veut dire que même des gens qui ne sont pas totalement satisfaits de tous les aspects, ils disent, oui, c'est quand même un des meilleurs outils pour faire ce que je veux faire, donc je le recommanderais à d'autres personnes. 99% des répondants trouvent les échanges bienveillants, pas mal. Je vais m'arrêter sur un chiffre en particulier, c'est justement la représentation. On n'a pas plus que ça parlé de représentation jusque-là, mais c'est un des gros sujets de la diversité. Et le chiffre, c'est que 78% des répondants se trouvent bien représentés dans la communauté. C'est plutôt pas mal, mais quand on creuse, on se rend compte qu'il y a quand même des disparités. Donc 78% se trouvent bien représentés. Après, quand on regarde par statut, c'est 85% des freelances qui se trouvent bien représentés, 83% des employés, et seulement 58% des chefs d'entreprise et porteurs de projets. Et porteurs et porteuses de projets. Quand on regarde par la place occupée par le no-code dans l'activité des personnes, 79% des personnes dont le no-code est une composante principale de leur métier se trouvent bien représentées, et 50% seulement des personnes pour qui le no-code est un outil secondaire. Donc, ce no-code qu'on vend comme un outil à la portée de toutes et tous, il est encore par beaucoup perçu comme une affaire de professionnels. Et un autre chiffre, moi, qui m'a beaucoup choqué, c'est que 83% des hommes s'estiment bien représentés, contre seulement 61% des femmes. Voilà, donc, même dans une communauté où dans l'ensemble, les voyants sont plutôt ouverts et les échanges sont bienveillants, etc., on voit là, juste avec une simple enquête, qu'il y a des points d'amélioration très clairs qui émergent. Et pour donner aussi un peu de contexte sur la part de femmes dans la communauté no-code en général, je l'ai mesuré de 3 manières différentes, et je suis systématiquement tombé entre 27 et 32% de femmes dans la communauté. Donc encore loin d'une parité, même si c'est un peu mieux que la part de femmes parmi les développeuses et développeurs entre guillemets traditionnels, qui est à seulement 17%, me semble-t-il. Yes, c'est ça. Des réactions particulières, toi, Manon, par rapport à ces quelques chiffres J'imagine que tu n'es pas très étonné. Non, pas très étonnée. Après, déjà, franchement, bravo, parce que je trouve ça hyper important de le faire. Et il faut rappeler aussi que dans cette communauté, les choses se font de façon très organique. Et en fait, finalement, c'est assez facile quelque part, du coup, si tu veux porter des actions, etc., de les mettre en place. Mais de notre côté, ça veut dire que rien n'est fait automatiquement ou par nature. Donc, je trouve ça déjà super bien, cette volonté. Ça permet vraiment d'objectiver. Enfin, je vois quand j'ai fait, du coup, donc je suis intervenue aux API Days pour justement parler de sujets de diversité et inclusion. Honnêtement, si j'avais pas eu ces chiffres, j'aurais pas pu avoir de point de départ. Parce que
que finalement, tu peux vite te laisser bercer par un discours ambiant qui serait de oui, mais on est super inclusif, tout ça, mais si tu n'as pas de quoi mesurer cette réalité, tu n'as pas de point de départ. Donc après, bien sûr, la façon dont c'est construit, elle est toujours importante à regarder parce que, par exemple, quelle est la composition des personnes qui ont répondu, etc. Tu vois, c'est important que quand tu parles de représentation, tu dises que ça soit aussi en fonction du statut. Est-ce que tu es freelance? Est-ce que tu es salarié? Est-ce que tu es chef d'entreprise, par exemple? Mais je trouve que c'est vraiment intéressant de pouvoir objectiver une réalité, ne serait-ce déjà que sur les questions de genre. C'est hyper important. Ça permet aussi de pouvoir voilà, voir est-ce qu'on est forcément plus inclusif ou non que le milieu du développement informatique traditionnel. Ça te permet aussi d'avoir un point de départ et de pouvoir voir le chemin que tu as envie de parcourir par rapport à ça. Mais c'est sûr que dans un monde parfait, ce qui serait trop intéressant, c'est d'avoir aussi des données sur d'autres critères. Que déjà sur les questions d'égalité femmes-hommes, etc. Enfin, tu vois, moi, j'adorerais avoir des statistiques aussi sur les sujets, savoir est-ce que voilà, le nombre de personnes, par exemple, qui ont des handicaps, qui soient visibles ou invisibles, est-ce qu'elles se sentent représentées, qu'est-ce que c'est les problèmes qu'elles rencontrent au quotidien, les personnes voilà, qui sont, par exemple, qui, je sais pas, sont non-binaires sur les questions d'identité de genre ou qui, voilà, ne sont, par exemple, transgenre, etc. Je pense que ce serait vraiment des choses intéressantes à voir si tu veux aller encore un level au-dessus. Mais je trouve que déjà d'avoir des statistiques là-dessus, ça permet vraiment d'avoir un point de départ. Mais c'est vrai que je rêverais qu'on puisse avoir des analyses plus fines peut-être à l'avenir pour voir justement sur d'autres critères comment est-ce qu'on est. Mais je me souviens que tu avais aussi des statistiques la dernière fois sur justement le niveau de représentation de diplôme. Et ça, je trouvais ça hyper intéressant aussi. Est-ce que là, tu en as encore aussi à nous communiquer là-dessus? Pas de nouveaux chiffres, mais de mémoire, il y avait une trentaine dans la communauté no-code, il y a une trentaine de pourcents de personnes qui ont une formation en informatique et 30% également qui ont une formation scientifique. Donc 60% des personnes ont une formation scientifique ou informatique, qui est quelque chose qui aide quand même pas mal dans le milieu du no-code et qui est évidemment loin de représenter la répartition qu'on a en réalité dans la société, et également sur le niveau d'études. 80% des no-codeurs ont au moins un Bac+2 dans la population française, entre 25 et 44 ans, c'est 30% seulement. Donc on est face à une communauté qui n'est pas purement inclusive, purement représentative de la société française, et c'est normal, il n'y a aucune raison qu'elle le soit. Et c'est vrai que le fait déjà de se poser les questions, et de se poser la question, d'essayer de mesurer les choses, et ensuite d'essayer d'améliorer, est déjà un bon point de départ, parce que c'est vrai qu'on voit quand même un certain nombre d'entreprises, de communautés, de mouvements, etc., qui revendiquent une inclusion ici, tout le monde est bienvenu, mais sans avoir jamais pris la peine de s'assurer que c'était le cas, de mesurer quoi que ce soit, etc. C'est-à-dire que l'inclusion devient une posture où moi je suis pour, c'est bon, ça c'est fait, je passe à la suite. Alors que, comme tu disais, c'est un sujet extrêmement complexe qui part effectivement d'un constat de mesure, et derrière avec des plans d'action clairs, et tout ça alimenté par de la recherche et des connaissances sur le sujet. Carrément, et l'idée justement là-dessus, c'est que bon, ce qu'on peut comprendre assez facilement, je pense, c'est que s'autoproclamer inclusif, ça n'est pas possible en fait, puisque ça correspond avant tout à des ressentis, à des réalités aussi sociologiques, statistiques, etc. Donc comme c'est pas une question d'intention, se dire je suis inclusif, non, on peut se dire par exemple j'aimerais être inclusif et mettre des actions en place en la matière, où je pense déjà le faire, et déjà peut-être c'est bien d'avoir les mesures en tête qu'on essaie de mettre en place pour voir si on l'est réellement, mais effectivement avoir une réalité mesurable et quantifiable, c'est un très bon point de départ. Et je trouve que typiquement moi c'est les 3 chiffres que j'avais retenus le plus sur la part des femmes, la part des personnes qui viennent d'un background plutôt scientifique ou en fait similaire à celui qu'on va trouver dans le développement informatique traditionnel, et la part de personnes qui sont diplômées. Je trouve que ça permet quand même d'avoir une mesure. Après, ce qui serait vraiment intéressant, je pense, tu vois, à l'avenir, ce serait que les personnes, on puisse leur demander comment est-ce qu'elles se définissent en termes d'identité de genre, en termes de situation de handicap ou non, qu'ils soient visibles ou non, en termes voilà, est-ce que je considère être une personne racisée, etc. Je trouve que c'est des données qui pourraient être aussi hyper intéressantes à collecter. Complètement. J'essaierai de compléter à l'occasion. Mais déjà, bravo pour tout ce que tu as fait, c'est déjà énorme. Merci, j'essaye de faire ce que je peux. Et c'est vrai qu'il y a un sujet qui me tue un peu, et qui
et qui est, je pense, un grand frein justement à cette diversité et cette inclusion, c'est l'autocensure que les débutants et nouveaux arrivants se mettent, incluant également les débutantes et nouvelles arrivantes, bien sûr. Et enfin, moi, c'est vraiment mon principal cheval de bataille en la matière, c'est comment faire en sorte que les personnes qui arrivent se disent: «OK, cette communauté est faite pour moi, j'y ai ma place, j'ai le droit d'y prendre la parole». C'est extrêmement difficile parce que, ben, quoi qu'on mette en place, il y a toujours des gens qui se sentent pas légitimes et c'est vrai que enfin, rien que ça, c'est un sujet extrêmement difficile. On pourrait se dire: «C'est bon, on a mis en place deux actions en la matière, maintenant c'est un problème réglé» et en fait, c'est un problème qui sera jamais réglé. C'est toujours, enfin, ce sera toujours un enjeu et même si là, les personnes qui arrivent maintenant, d'une manière ou d'une autre, on arrive à les mettre suffisamment en confiance pour qu'elles vraiment elles prennent leur part dans la communauté, qu'elles osent s'exprimer et cetera. En fait, dans 3 mois, tout est recommencé parce que ces personnes-là, feront déjà partie des meubles, elles auront, les codes de la communauté, elles commenceront à faire de l'entre-soi et cetera. Les nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes, à ce moment-là, seront tout aussi perdus et enfin, c'est vraiment un travail, en permanence et on a parfois un peu l'impression de remplir un seau percé, mais bon, c'est aussi essentiel d'avancer sur ces sujets. Carrément. Carrément, mais tu vois, moi je fais le parallèle beaucoup avec le product management. Finalement, si demain tu as envie de construire un produit, tu vas te rendre compte à quel point c'est hyper important que tu définisses une vision, un objectif clair pour que ce soit un petit peu, tu vois, ton étoile du Nord, là où tu veux aller. Tu vas t'équiper aussi de data que tu vas comparer à chaque fois. Par exemple, tu vas avoir 2-3 métriques que tu vas pouvoir comparer pour voir ton évolution. Mais quelque part, c'est aussi gratifiant pour te permettre de voir est-ce que tu avances dans la bonne direction ou non. Est-ce que telle action que tu as mis en place a plutôt fait avancer vers ton objectif ou non. Donc, ça montre aussi à quel point tu peux te mettre des jalons dans ton objectif et le fait d'avoir aussi une image très très claire de là où tu veux aller. Typiquement, tu pourrais te dire, faire en sorte que chaque personne qui intègre le Slack se sente légitime à interagir autant en demandant des conseils qu'en en recevant. Mine de rien, ça va être déjà quelque chose de très très clair. Et du coup, tu peux te dire quelles actions je mets en place pour que ça arrive. Parce que tu vois, sur les sujets d'autocensure, je trouve qu'il faut faire attention aussi parce que parfois, le discours qu'on retrouve, c'est « Allez, bon, du coup, allez-y les gars, toutes les personnes qui ne se sentent pas légitimes, c'est bon, là, on sort de ce syndrome de l'imposteur, on y va. » Alors que non, en fait, c'est vraiment quelles actions je peux en mettre en place en amont pour que ça n'arrive pas. Mais peut-être que du coup, c'est une bonne transition vers aussi les sujets de la guilde, justement, diversité et inclusion en termes d'actions à mettre en place, etc. Ou il y a peut-être quelque chose que tu voulais aborder avant. Juste un autre point, mais c'est vrai que ce que tu me dis me fait penser à c'était Joyce de WeWeb qui réagissait justement à l'événement de décembre en disant moi, c'est vrai qu'au début, enfin j'ai jamais eu de soucis, j'ai jamais eu de frein, donc je me disais bon, les femmes qui se sentent pas légitimes, etc., sortez-vous un peu les doigts et allez-y et elle a réalisé au fur et à mesure que c'était pas si facile et qu'en fait c'était un vrai sujet et que c'était un sujet qui demandait des actions, des mesures précises et adaptées à chaque situation parce que c'est pas la même recette qu'on va appliquer partout et je trouve ça intéressant ces témoignages aussi parce que ça nous ça fait comprendre d'une part la complexité des sujets mais aussi le nécessaire cheminement qu'on a toutes et tous à faire pour avancer sur ces sujets, pour progresser, pas pour arriver un jour à se dire c'est bon, je maîtrise le sujet, je suis au taquet, mais pour, comme tu dis, vraiment continuer à avancer dans la bonne direction, parce que je sais pas si un jour on sera 50% hommes et femmes et également une inclusion pour les personnes non binaires ou transgenres, etc. Mais si demain on est à 35 ou 40%, en fait, ce sera une sacrée avancée et c'est déjà ça qu'il faut chercher et célébrer plutôt que la perfection en tout point qui est difficile. Après, la seule chose que j'ajouterais sur les spécificités donc de la diversité et de l'inclusion dans le no-code, c'est quelques points, on va dire, de background ou de compétences. Les connaissances en web, en code ou en informatique de manière générale peuvent être un sujet de discrimination ou du moins d'autocensure ou tout simplement de plus grandes barrières à l'entrée.
Voilà, toi qui t'es lancé dans ces sujets sans toutes ces connaissances à la base, au début c'était un peu ardu. Moi qui n'étais pas développeur, mais qui baignait dans le monde du web depuis 10 ans et qui avait des connaissances en code, il y a plein d'outils, je suis arrivé dessus, je me suis dit, oh mais c'est facile, ça c'est facile. Ça veut pas dire que les outils sont faciles, ça veut dire qu'en fait j'avais déjà 90% des connaissances nécessaires pour maîtriser ces outils. Et en fait, l'erreur que j'ai pu faire au début, c'est de me dire, j'ai pas eu de soucis, donc c'est facile. Non, c'est un poil plus complexe que ça. Un autre sujet dont on parle très peu, c'est la maîtrise de l'anglais. La plupart des outils et des ressources sont en anglais. Les personnes qui maîtrisent mal l'anglais ne sont pas forcément bloquées, et on peut pas dire ces personnes-là ne peuvent pas se lancer dans le no-code, parce qu'il y a des ressources en français, il y a des outils en français, il y a beaucoup d'outils qui ont des interfaces très visuelles, qui fait que la maîtrise de l'anglais n'est pas forcément indispensable, mais ça reste un gros frein. Une personne qui maîtrise très mal l'anglais aura beaucoup plus de difficultés qu'une personne bilingue, c'est évident. Et puis après, le niveau de maîtrise des outils et l'ancienneté dans la communauté, tant en niveau d'expertise perçue qu'en connaissance, on va dire, des outils, des codes, des sujets de discussion. Moi, je suis arrivé dans la communauté il y a 15 mois, quelque chose comme ça. J'ai vraiment eu cette impression au début d'entre-soi, de gens qui se font des private jokes et qui discutent de trucs que je sais pas trop y parler, mais bon, j'y suis un peu allé avec mes gros sabots, et finalement j'ai trouvé ma place, et maintenant c'est moi qui fais des private jokes et autres, j'essaye de garder un peu ce contrôle, mais voilà, ça fait partie aussi des enjeux qu'on a dans le mouvement no-code et dans la communauté no-code France en particulier, en termes d'inclusion et d'accessibilité pour les unes et les uns. Est-ce que tu as d'autres points particuliers sur ce constat, ou on passe à l'action? Non, allez, on peut passer à l'action, comme ça donnera aussi un petit peu de la visibilité sur qu'est-ce qu'il est possible de faire, etc. Je pense que c'est aussi une partie hyper importante d'avoir des clés actionnables facilement. Après, je me dis aussi que dans les ressources, on pourra mettre, je ne sais pas si tu as prévu de mettre des liens vers des ressources qui peuvent servir aussi de base d'apprentissage, etc., pour creuser un petit peu plus les sujets. Ça peut être J'ai pas prévu, mais c'est une excellente idée, et je le ferai. Je vais t'en transmettre, je me le note. Donc on fait quoi? Concrètement, on est arrivé là. Maintenant, on a l'humilité nécessaire, quelques connaissances pour avancer. On a fait un état des lieux de la situation. Par quoi on commence? Quels sont les domaines sur lesquels avancer? Quelles sont les actions qui pourraient aider à faire avancer cette communauté no-code? Déjà, l'idée, c'est qu'il y a un petit peu tout à faire quelque part. Donc, il n'y a jamais une route toute tracée. Il y a vraiment, c'est aussi se dire, est-ce qu'on décide de se saisir de certains sujets ou pas, etc. Donc, c'est toujours bien d'avoir un point de départ. Donc, typiquement, on peut voir quand même que c'est quand même, il y a une vraie volonté en la matière. Et ça, de toute façon, je sais que Alexis, il l'affichait aussi de façon hyper ouverte. Il y avait aussi Carole David qui était sur ces sujets, qui les portait aussi pas mal. Donc, mine de rien, tu vois, moi, j'ai pas eu la même expérience. Moi, je me suis sentie tout de suite hyper à l'aise dans la communauté, mais aussi parce que j'y suis allée, parce que j'avais entendu Carole parler de ces sujets, etc. Donc, c'est vraiment le fait qu'il y ait des personnes en fait qui portent ces sujets, ça te permet aussi de te sentir légitime à y aller. Donc, ne serait-ce que rayonner un petit peu cette idée-là. C'est hyper important parce que un mouvement, il est aussi ce que tu décides d'en faire. Donc, tu as aussi à l'échelle des fondateurs, en fait, qu'est-ce qu'ils décident d'impulser, ça joue énormément. Mais après, tu as aussi les personnes, finalement, quelle culture elles vont diffuser en interne. Et ça, pour le coup, c'est chacune qui peut avoir aussi un rôle là-dessus. Donc, ne serait-ce que déjà se sensibiliser un petit peu soi-même à ces sujets, c'est important. Faire en sorte qu'il y ait une culture un petit peu ambiante où justement on peut se sensibiliser les uns les autres, montrer de la bienveillance, mais aussi de la remise en question. Questionner notre propre pratique, etc. Mais typiquement, je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment important, qui est de réunir en fait les personnes qui sont motivées à intervenir sur ces sujets. Parce que du coup, pour les personnes qui ne connaissent pas forcément, dans l'association, il y a plusieurs guildes. Une fois qu'on est membre de l'association, on peut faire partie, c'est un petit peu comme des groupes qui vont essayer de, si je ne dis pas de bêtises, de mettre en place des actions, etc. Et moi, typiquement, je sais que quand je suis arrivée, je voulais trop aller dans la guilde de diversité et inclusion parce que forcément, ça me passionnait. Et je me disais, mais waouh, moi, j'adore ces sujets.
j'adore le no-code, en fait, il est possible de m'investir et je me disais, bah, moi, je me verrais bien m'investir là-dedans, je ne me verrais pas m'investir ailleurs. Donc, j'ai intégré la Guilde Diversité Inclusion, etc. Mais au final, c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas énormément de monde dedans et en tout cas, il n'y a pas énormément de choses qui se font. Et je voudrais aussi faire passer un message aujourd'hui en disant qu'en fait, finalement, s'il y a des personnes qui ont envie de s'investir sur ces sujets, qui se reconnaissent là-dedans, peu importe en fait l'expertise que vous avez, etc., on a vraiment besoin de personnes qui soient motivées pour s'investir sur ces sujets. Ça peut être de plein de façons différentes. Par exemple, toi, tu as mené ce questionnaire et ce sondage aussi, mais ça peut être organiser un événement, ça peut être animer un live sur Twitch, ça peut être énormément de choses, essayer de diffuser un petit peu des bonnes pratiques dans les différents canaux du Slack, etc. Mais c'est vraiment se dire qu'aujourd'hui, on a quand même besoin, je pense, de personnes qui cherchent à s'investir sur ces sujets. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se sentent pas forcément légitimes. Donc ça, c'est une très bonne chose, j'ai envie de dire, c'est le bon point de départ. Moi, je me sentirais jamais légitime 100% à le faire et je pense que c'est assez sain. Mais du coup, on cherche vraiment des personnes qui auraient envie de s'investir sur ces sujets et qui seraient prêtes, bah voilà, juste à échanger de temps en temps, à se mobiliser et ça peut être de plein de façons différentes. Mais je pense que voilà, il y a un vrai sujet dans la Guilde Diversité et Inclusion. On aimerait bien qu'il y ait plus de choses qui se mettent en place, etc. Donc, s'il y a des personnes motivées, n'hésitez pas à adhérer à l'association et à aller dans le canal de cette guilde. C'est vraiment très simple et on a vraiment besoin de personnes pour s'investir un petit peu là-dessus. J'en profite pour remercier les personnes que tu as rapidement citées, notamment Alexis Kovalenko et Stanislas Verjus, donc qui sont les deux piliers historiques de l'association et de la communauté, qui sont très ouverts et volontaires sur ces sujets et qui ont mis en place la structure pour que ces sujets puissent exister et puissent avancer dans la communauté. Et bien sûr, Carole David, qui faisait partie du premier conseil d'administration de l'association, qui a animé la Guilde Diversité et Inclusion pendant 1 an et que j'adore toujours autant écouter sur ces sujets et que j'aurai, si tout va bien, le plaisir de recevoir dans l'émission bientôt. Trop bien. Et oui, donc il y a beaucoup de choses à faire. Je me dis qu'il y a un point qui peut être intéressant, c'est la transparence aussi. Expliquer comment ça fonctionne dans les coulisses, expliquer un peu les ressorts derrière telle action, telle décision. Ce que j'ai un peu pu observer aussi, c'est que parfois il y a de la défiance ou tout simplement de l'autocensure de personnes par méconnaissance de comment les choses marchent, comment ça fonctionne. Voilà, il y a pas, personne ne dit qui a le droit d'intervenir sur tel ou tel sujet. C'est les personnes qui veulent prendre la parole prennent la parole. C'est vrai sur Slack, c'est vrai sur ce Twitch. Toute personne qui a envie de faire une émission sur le no-code peut. C'est aussi simple que ça. Carrément, mais c'est vrai que tu vois, sur Twitch, au final, selon qui tu es, d'où tu viens, quelles sont tes pratiques en termes d'informatique, etc., tu vas beaucoup moins te reconnaître là-dedans. Donc, je pense que ce qui serait important, moi-même, tu vois, au début, je me disais, mais intervenir sur Twitch, faire un live, oh mon Dieu, c'est pas du tout mon truc. Et je pense que typiquement, tu vois, ce qui pourrait être vraiment intéressant là-dessus, c'est d'avoir des personnes, justement, qui sont peut-être sous-représentées dans d'autres endroits du Slack, qui fassent partie de la Guilde Diversité et Inclusion et qui pourraient justement, en fait, porter un regard et se dire, voilà, ce qui pourrait être intéressant de leur point de vue, ce qui ont fait qu'elles se sont senties plus ou moins incluses et qu'est-ce qu'on pourrait faire du coup comme action à impulser, etc. Mais je pense que c'est vraiment important que ça vienne des personnes concernées justement. Donc c'est vraiment un petit peu toutes les personnes qui ne se sentiraient pas légitimes d'intervenir dans d'autres domaines, etc., dans d'autres canaux. Finalement, c'est elles qui sont les plus bienvenues, j'ai envie de dire, dans cette guilde, parce que c'est ça qui permettra aussi qu'on laisse la place et la parole à d'autres personnes pour qu'on fasse aussi de cette communauté, si on veut vraiment porter ces valeurs-là, etc., qu'on essaie de mettre des actions en place qui continuent à faire qu'elles soient encore plus inclusives. Et je pense que ça peut être par énormément d'actions différentes. Tu vois, tous les sujets de comment tu onboard quelqu'un dedans dans ce Slack, etc. Forcément, si quelqu'un y pense, mais qu'il est déjà, il se sent hyper inclus, il va forcément avoir des angles morts, il va pas réfléchir à certains sujets. Alors que si quelqu'un vient d'arriver, et peut-être aussi qu'elle peut se sentir rejetée sur certains aspects, etc., elle peut être vraiment d'un regard hyper intéressant.
Donc, toutes les actions qui pourraient être mises en place avec ce regard-là sont vraiment d'une grande valeur pour moi, je pense, parce que c'est ce qui fait que ça va retentir ailleurs. Et on a aussi justement le canal qui s'appelle No Code Women. Donc, c'est super chouette parce que vraiment, les personnes sont hyper actives dessus, etc. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont postées. Il y a une belle communauté qui se crée. Mais c'est vrai que typiquement, ces personnes ne sont pas forcément dans la guide diversité et inclusion. Et ça serait super intéressant que plus y aille, parce que ça permettrait aussi de porter d'autres voix et de mettre en place peut-être aussi des actions, quelles qu'elles soient, et aussi de représenter d'autres personnes qui ne sont pas forcément des femmes, mais qui peuvent être plus ou moins exclues ou inclus. Complètement. J'ajoute également que, comme tu disais, j'encourage tout le monde à rejoindre l'association et la guilde, et les guildes qui vous intéresseront. Mais indépendamment de ça, si vous avez des retours, si vous avez connu des situations désagréables, etc., si vous avez des idées, tout ça, il y a un compte No Code France sur le Slack No Code France auquel vous pouvez transmettre tout ça. Il y a toujours une oreille qui est là, et nous, notre boulot, c'est aussi d'aider toutes les personnes à s'exprimer, à pouvoir se réaliser, à pouvoir faire les choses. Si demain vous avez envie de lancer une émission sur Twitch et vous y connaissez rien et vous n'êtes pas sûr d'être légitime, juste contactez-nous et on vous aide et tout va bien se passer. On peut faire beaucoup de choses. Après, disons que un peu par nature, les personnes qui sont visibles et actives dans la communauté commencent à avoir une certaine ancienneté dans la communauté, commencent à avoir une certaine expertise sur leurs outils, etc. On ne peut pas se mettre à la place non plus d'une personne qui vient d'arriver et qui débute sur les outils. Et c'est vrai que donner plus de visibilité aussi, par exemple, à des débutants et des débutantes qui commencent sur un outil. Par exemple, il y avait eu une série de live faite par Amandine, qui nous disait coucou tout à l'heure, je ne sais pas si elle est encore là, qui développait une application sur Bubble qu'elle découvrait. J'ai pas pu regarder, mais ce que j'ai compris du principe de l'émission, c'est qu'elle découvrait Bubble en live, elle développait une application coachée par une personne qui l'aidait, et je trouve ça vraiment top comme démarche, parce que c'est pas un énième expert, je dis bien un expert, parce que on doit avoir 90 ou 95% de streamers qui sont des hommes, qui vient étaler son expertise et faire un discours d'expert pour les experts. C'est important que des gens un peu de tous horizons parlent aussi à des gens de tous horizons. Et je pense que même au-delà, tu vois, d'en parler, typiquement, moi, j'insiste vraiment sur le fait qu'il y a une vraie volonté dans cette communauté. Donc, c'est vraiment c'est le plus important en termes de point de départ. Donc, ça, on y est. Mais après, même s'il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites, tout est à faire quelque part et à construire aussi sur ces sujets. Donc, typiquement, ne serait-ce que tu vois, même si je sais que c'est super positif, ça part de très bonnes intentions, mais proposer aux personnes de faire des live Twitch, mine de rien, c'est déjà un point de vue qui est de dire, voilà, je vais te donner les moyens qui, selon moi, te permettent d'avoir de la visibilité. Mais je pense qu'il serait super intéressant, c'est aussi que des personnes concernées qui se sentent pas forcément représentées ou autres, qui aimeraient juste travailler à ce que d'autres personnes comme elles soient plus incluses, etc., ou travailler à plus d'inclusion, puissent même proposer de nouveaux moyens, en fait, parce que finalement, il y a énormément de façons de s'investir et de créer des actions ou des discussions, de la réflexion, etc., qui vont créer aussi plus de diversité, plus d'inclusion et faire en sorte que tout le monde se sente à l'aise. Donc finalement, énormément de moyens peuvent être mis en place, en fait. Il suffit aussi de faire preuve un petit peu de créativité, mais en soi, peut-être que une personne va se reconnaître dans un certain type d'action auquel nous, on n'aurait pas pensé ou une autre personne n'aurait pas pensé, et se dire que justement, tu peux impulser différentes actions, et ça se résume pas que à des live Twitch ou autres. Il y a vraiment des vraies choses à créer et à inventer, et ça peut prendre plein de formes différentes, je pense. Donc, moi, j'insiste vraiment sur le fait qu'il y a une bonne volonté de base qui est vraiment là. Donc, il faut aussi pouvoir en profiter. Et plein de choses sont à créer. Donc, c'est carrément possible d'impulser ces choses sur ces sujets-là. Il y a beaucoup de personnes volontaires aussi. Et je pense qu'on a juste besoin d'un petit peu de structuration. Et aussi rappeler que peut-être ça ne demande pas un investissement forcément énorme. Des fois, les personnes s'imaginent que s'investir dans une association, c'est quelque chose de hyper fort, etc. Ça peut être aussi quelques heures par-ci, par-là, pas forcément quelque chose de très régulier, etc. Mais ça peut se faire de plein de façons différentes, et du coup la porte est ouverte vraiment à toutes les personnes qui souhaiteraient y participer.
Et tout le monde peut se sentir légitime à le faire, d'autant plus si on est une personne qui s'estime sous-représentée dans d'autres canaux, etc. La plupart des personnes, d'ailleurs, s'investissent principalement en réagissant aux idées, aux remarques, etc. Dans les canaux des guildes, il y a beaucoup de propositions, de questions, etc. Et des personnes qui viennent répondre, qui viennent donner leur avis sur le sujet, qui ne prendront pas forcément à bras-le-corps un sujet par elles-mêmes, mais qui nous aident à avancer, à décider, parce que et les personnes qui font avancer l'association au quotidien, on est une dizaine, mais on ne sait pas tout, on ne peut pas tout, et c'est vrai que c'est hyper important d'avoir cette communauté qui parfois donne un coup de main, qui parfois donne juste un avis, etc. Exactement. Et c'est ça qui nous... Et il faut un petit peu de tout aussi. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que s'il y a des personnes en fait qui se sentent investies et qui aimeraient faire des choses un peu plus grosses, etc., bah, c'est avec plaisir aussi. Moi, je me suis proposé du coup de reprendre l'animation de la Guilde Diversité et Inclusion parce que Carole, elle avait aussi un peu moins de temps, etc. Et franchement, je serais hyper preneuse si quelqu'un avait envie de la co-animer avec moi ou de proposer des choses, etc. Je pense que ça pourrait être super bien. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire sur les sujets d'onboarding, sur voilà comment est-ce qu'on pourrait faire. Ça peut être dans différentes façons, mais pour faire en sorte que chacune puisse se sentir vraiment libre d'interagir, etc. On peut, je sais pas, créer un nouveau canal ou mettre en place des actions, on peut mettre en place des rendez-vous, enfin, ça peut être vraiment plein de choses, ne serait-ce que se faire un call avec les personnes qui seraient intéressées pour voir justement ce qu'on pourrait faire. Donc, ça va de petites actions à, si on veut aussi des choses un petit peu plus ambitieuses. Et je pense que c'est important aussi de rappeler que voilà, les idées viennent aussi des personnes qui intègrent tout ça et que du coup, on est vraiment preneurs et preneuses de personnes qui voudraient créer différentes choses là-dessus et ça peut être vraiment sous plein de formes différentes. D'ailleurs, un des principaux modes de fonctionnement de la Guilde Diversité Inclusion, ça a été un peu moins vrai ces derniers mois, c'était une manière de former et d'informer les personnes qui en faisaient partie, de partager voilà, des articles, des réflexions, etc., et qui derrière vont essaimer et vont porter ces bonnes pratiques dans d'autres guildes au sein de l'association, sur le Slack directement, dans leur activité, etc. C'est-à-dire que la guilde n'avait en elle-même pas beaucoup de projets à proprement parler, mais former des personnes et s'assurer que ces sujets soient visibles et pris en compte un peu à différents endroits de Carrément, il y a les sujets de sensibilisation, il y a les sujets de comment est-ce qu'on porte aussi cette voix à l'extérieur pour que des personnes se sentent plus à même aussi de rejoindre la communauté. Par exemple, s'il y a un sujet qui vous parle en particulier, moi je sais que par exemple les sujets de neuroatypicité, donc c'est vraiment quelque chose qui je suis concernée, donc forcément ça me tient à cœur. Et je trouve que sur certains aspects, le no-code et en fait la tech en général peuvent être hyper bénéfiques en fait quand tu es concerné par certaines problématiques. Et je trouve que s'il y a des personnes qui seraient intéressées de prendre la parole aussi là-dessus, ou juste de voir justement quel lien on peut faire, des recueils d'expériences, etc., pour aussi porter et dire peut-être que des personnes qui sont concernées par ça, ça pourrait être super intéressant pour elles de s'intéresser aux outils no-code et de créer des applications, parce que sur certains points, ça peut matcher, ça peut être, voilà, je sais pas, sur certains aspects, ça m'a permis de gagner en légitimité sur le marché de l'emploi, et peut-être que du coup, si je suis une personne qui est racisée ou qui est une femme dans la tech ou des choses comme ça, me professionnaliser sur les outils no-code, ça a pu m'aider, donc j'ai envie de porter cette voix. Enfin, il y a vraiment énormément de sujets à creuser. Et donc, si ça parle à des personnes, j'ai envie de dire vraiment, feel free de nous rejoindre, quoi. Complètement. Après... Je sais aussi que Carole avait mis en place une bibliothèque de ressources. Donc ça, pareil, c'est quelque chose qui peut être super chouette parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont été créées. Donc, ne serait-ce que recenser tout ça aussi. Enfin, voilà, je donne des idées aussi pour que les personnes qui peut-être sont en live ou vont écouter ensuite puissent se projeter et se dire, OK, même à mon humble à mon humble échelle, etc., je peux aussi participer et sous plein de formes différentes et que la porte est ouverte aussi pour les initiatives, quoi. Et en soi, ça, c'est déjà un gros chantier parce que historiquement, à No Code France, on est bon pour faire, je sais pas, mais en tout cas, on fait des trucs, mais on n'est pas très bon pour communiquer. Communiquer sur ce qui est fait, sur ce qui existe, sur comment on fonctionne, etc. Bon, j'en ai pas parlé parce que c'était pas le sujet, mais par exemple, le niveau de connaissance de ce que fait l'association,
du système de guide, etc., est affolant dans l'enquête de satisfaction. Voilà, ça, c'est un point d'amélioration très clair aussi. Mais typiquement, ces ressources-là, sur la diversité et l'inclusion, je suis à peu près convaincu qu'absolument personne ne les connaît. Peut-être qu'on peut les inclure dans le guide du Slack, d'ailleurs. Carrément. On a un guide Carrément, du Slack surtout que c'est un travail de dingue qu'a fait Carole là-dessus. Donc, en plus, tu vois, c'est des ressources qui peuvent être participatives et tu vois, typiquement, porter des choses comme ça. Aussi, je sais que, typiquement, moi, quand j'ai été invitée pour les API Days, pour parler du sujet de diversité et inclusion, Chouba m'a dit il a grave galéré, en fait, à trouver des personnes qui prenaient la parole aussi là-dessus. Et il voulait pas juste prendre une personne qui était, entre guillemets, diverse, juste par principe, en se disant que, puisque elle est peut-être en minorité dans ce milieu-là, elle va avoir une expertise et une connaissance. Et je pense qu'il y a plein de personnes, pourtant, qui s'investissent aussi là-dessus. Et maintenant, j'espère ce que j'aimerais, mais j'ai l'impression que dans tous les événements de NoCode qui s'organisent, il y a toujours une petite place qui est laissée quand même pour un sujet sur la diversité et l'inclusion. Ne serait-ce qu'avoir un panel en fait de personnes qui souhaiteraient intervenir là-dessus, ça pourrait être hyper intéressant pour faire rayonner aussi cette vision-là du NoCode, etc. Donc, ça pourrait être des choses chouettes d'essayer d'avoir une veille sur les événements qui se font et de postuler aussi pour avoir des personnes de la communauté qui soient speakers ou speakers pour aussi porter ça. Donc, je pense que recenser aussi toute l'activité qui a été faite, ça peut être chouette. Donc, ouais, on pourra carrément mettre le lien de la bibliothèque avec Ray et Carole, les différents talks qu'il y a eu sur ces sujets qui ont été enregistrés, etc. Et puis, toutes les idées un petit peu qui ont fusé, je pense que ça peut être des bases de réflexion si des personnes souhaiteraient s'investir. Et en espérant que demain, la diversité et l'inclusion ne soit pas uniquement le sujet d'un talk lors de chaque événement, mais soit aussi représenté dans les faits dans ces événements, qu'on n'ait pas un line-up de 10 hommes blancs à un événement, ou voilà, des choses malheureusement trop souvent vues. Voilà, y a beaucoup de choses à faire et qui nécessitent tous des efforts, en fait. Disons que si tu prends des personnes qui sont invitées partout, tu prends des personnes qui sont invitées partout et tu reproduis les mêmes travers. Ça se voit pas encore trop parce que c'est une émission qui vient de commencer, mais j'alterne chaque mois un homme, une femme. Voilà, j'essaye à mon niveau de donner aussi un peu de visibilité et de représentation, et peut-être que j'inviterai une personne qui débute à un moment pour nous parler, enfin de tas de choses. Je sais pas exactement, mais c'est vrai que il y a un mécanisme d'invisibilisation qui est naturel et qu'il faut combattre activement pour avoir des chances d'avoir un peu plus de diversité. Carrément, puis tu vois, il peut y avoir aussi un espèce de guide de bonnes pratiques, un petit peu les choses à faire et à ne pas faire, qui pourrait être quelque chose d'assez simple, enfin sous plein de formes différentes. Si par exemple tu organises un événement, si je sais pas, tu as un organisme de formation, enfin il peut y avoir vraiment énormément de choses faites à destination de la communauté, mais comme diffusées à l'extérieur, etc. Donc je pense qu'il y a un champ des possibles énorme. Et je doute pas vraiment, enfin je le sais en plus, il y a énormément de personnes qui sont intéressées par ces sujets, qui montrent de la bonne volonté et qui souhaiteraient s'investir. Donc je pense que c'est aussi tout le but, enfin tout l'enjeu d'une communauté, c'est aussi de réussir à rassembler justement et à fédérer un petit peu les personnes intéressées et réussir à créer des choses. Et là, il y a vraiment cette volonté, cette possibilité. Donc voilà. On dirait que je milite pour un parti politique, mais c'est aussi pour dire, voilà, la porte est grande ouverte et voilà. Complètement. Après, il y a un point qui m'avait marqué aussi dans l'événement en décembre, c'est un certain ras-le-bol et une certaine fatigue de la part des intervenantes, que ce soit toujours les mêmes qu'on sollicite sur les sujets et qui doivent porter ça sur leurs épaules. Le sexisme, bon, t'es une femme, vas-y, tu vas t'en occuper. Le racisme, t'es racisé, écoute, tu sauras mieux faire que moi. Et à un moment, il faut une volonté que ce soit l'affaire de toutes et tous. Il faut aussi dédier des personnes, des ressources, du budget, des connaissances, etc. À ces sujets-là. Enfin, on ne peut pas juste se dire, bon, il y a des personnes qui ont l'air motivées, on va les laisser faire. Il y a un moment où ça doit être un mouvement un peu plus général. Carrément.
Carrément, et après, ce qui est important, c'est aussi de se dire que ça fonctionne sur la base du volontariat, donc forcément, on ne va pas forcer des personnes à faire des choses, mais c'est vrai que c'est hyper important que ces pratiques, c'est un peu comme les sujets de non-mixité, etc. C'est bien que ça se fasse dans un premier temps dans une cellule de personnes concernées et motivées, mais le but, c'est que ça se diffuse ensuite vraiment à l'extérieur, parce que c'est vrai que ça peut être très pénible, que ce soit toujours les personnes concernées qui doivent sensibiliser, dire bah non, bah ça c'est pas ok, etc. Et que les autres personnes autour soient aussi conscientes de ces choses-là et un regard justement, comment dire, un petit peu à la fois déconstruit, mais à la fois alerte en fait là-dessus. Et je pense que c'est vraiment le but de pratiques comme ça, c'est qu'elles se diffusent au maximum, tout en laissant la parole au premier concerné. Donc c'est sûr que ça fait toujours un petit peu de la gymnastique de l'esprit. Et tout est question aussi toujours de nuances, de s'intéresser au vécu des personnes, etc. Mais je pense que c'est important de à la fois laisser les personnes qui souhaitent porter ces sujets, mais faire en sorte que ça se diffuse suffisamment pour que les personnes se sentent incluses sans vraiment s'en rendre compte en fait, parce que souvent quand on est exclu, on ne s'en rend pas vraiment compte non plus. Donc c'est vraiment important que ça devienne quelque chose qui soit ambiant en fait, que tu peux saisir dans l'atmosphère et dans l'ambiance que créent les gens et dans les comportements, qui fait que tu vas pas forcément t'en rendre compte, mais tu vas dire ah c'est vrai que dans cette communauté je me suis sentie particulièrement à l'aise. Et ça se fait aussi par une diffusion des pratiques qui est beaucoup plus large. Donc c'est vrai que c'est important que ces sujets ne soient pas que adressés aux personnes concernées, mais concernent vraiment tout le monde. Mais je pense qu'il y a vraiment cette volonté de la part du coup de Alexis, Stan et aussi en fait toutes les personnes qui sont dans les guildes et au sein du conseil d'administration de l'association. Donc pour le coup, il y a vraiment ce terreau qui est très favorable. Oui, c'est vrai que c'est... En fait, tout ça, que ce soit nos actions, les discriminations dont on peut être les auteurs et autrices au quotidien, ou notre ressenti face à telle situation de discrimination, tout ça reste très largement involontaire et inconscient. Et c'est vrai que la sensibilisation, l'information sont essentielles pour faire prendre conscience de tout ça. Il y a des personnes qui ont été discriminées toute leur vie et qui un beau jour se rendent compte en se disant « Ah oui, moi je croyais que c'était normal et que c'était comme ça pour tout le monde. » Non, d'accord, ok. Exactement. Et enfin, c'est des sujets très très denses, très très vastes et très spécifiques sur chaque discrimination. Carrément. Carrément, mais je pense que l'idée, c'est que voilà, si on se sent concerné par un sujet, on aimerait faire quelque chose, c'est déjà une bonne impulsion. Après, voilà, collectivement, on arrive très vite à se rendre compte, est-ce que c'est une fausse bonne idée ou pas, en règle générale, parce qu'on a suffisamment de personnes aussi qui sont justement aware, on va dire, sur ces sujets et qui sont alertes, etc., et qui savent aussi un petit peu cadrer. Mais je pense que des impulsions qui viennent de la part de personnes concernées, ça peut être une très bonne chose parce que il y a qu'elles, en fait, qui peuvent savoir les angles morts que les autres ne voient pas et se dire, bah ouais, ça, c'est quelque chose qui, moi, a fait que je me sens hyper inclus. Donc c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de reproduire. Typiquement, moi je sais que en fait je me suis sentie hyper inclus dans cette communauté, donc forcément je vais toucher des personnes aussi qui ont plutôt mon profil, donc des personnes très éloignées de la tech, qui sont plutôt des femmes, etc., qui sont sensibles à ces sujets, qui n'ont pas forcément les études qu'il faut pour faire partie de tout ça, etc. Et donc, je vais aussi, par effet ricochet, ramener des personnes comme ça dans la communauté en disant, voilà, c'est super bienveillant tout ça. Je vais dire à ces personnes, venez au meet-up qui sont organisés chaque premier mercredi du mois, etc. Donc, rien que ça, c'est aussi une façon de faire diffuser cette culture-là, parce que du coup, tu vas ramener les personnes qui t'intéressent aussi avec un point de vue qui, toi, fait que tu t'es senti inclus. Donc, ça permet de diffuser ça encore plus. Complètement. Non, écoute, c'est... Mic drop, quoi. On a un peu dépassé l'horaire. Je propose qu'on passe sur la conclusion. Est-ce que toi, tu as des points particuliers à ajouter en conclusion ? Je pense que j'ai un petit peu tout dit, mais s'il y a bien une chose sur laquelle je pourrais peut-être conclure, ce serait vraiment sur cette idée que finalement, c'est vraiment pas une question de bonne ou de mauvaise intention. Donc l'idée, c'est que cette déconstruction, elle peut prendre en même temps longtemps et en même temps, elle est très accessible. Donc voilà, ça peut faire deux effets. Un qui serait plutôt de oh mon Dieu, mais ça sera beaucoup trop long, je lâche l'affaire. Bon, forcément, je conseille pas cette partie-là. Et une autre réaction qui serait plus de ok, du coup, qu'est-ce que je peux faire? Parce que finalement, dans mes petites actions au quotidien, je peux impulser beaucoup de choses qui
qui vont faire que je vais diffuser aussi ces valeurs de diversité et d'inclusion, de lutte contre les discriminations, etc. Donc, c'est un petit peu accessible aussi pour tout le monde. Donc, voilà, il y a vraiment cette idée il suffit aussi de créer un passage à l'action qui peut être assez simple parfois et qui peut se faire à différentes échelles, autant d'un point de vue de la réflexion, de la déconstruction de ses propres privilèges, de ses propres stéréotypes, et aussi de qu'est-ce que je fais comme action au quotidien pour infuser un petit peu une culture de bienveillance et d'inclusion pour tous et toutes. Et s'il y a un petit peu une chose que je peux dire aussi à ne jamais faire, c'est de culpabiliser en fait les personnes qui sont en minorité et leur reprocher de l'être. Vraiment, il faut garder en tête que pour un produit tech ou un outil no-code, ce serait comme reprocher à ses utilisateurs et utilisatrices de ne pas l'utiliser. Donc, c'est toujours très important de se remettre en question là-dessus et de se dire, OK, si les personnes ressentent ça, c'est probablement qu'il y a un sujet. Donc, ça vaut le coup de se questionner sur voilà, comment je peux faire pour être un ou une bonne alliée, pour créer un environnement qui va faire que tout le monde se sente un petit peu le ou la bienvenue. Et je pense que parmi les ressources qu'on va communiquer, bah voilà, n'hésitez pas à regarder un petit peu si vous souhaitez vous informer, avoir des notions de base là-dessus, et tout simplement à essayer d'agir, d'en parler, d'en prendre conscience. Et ça peut se faire vraiment par tout type d'action. Et voilà, nous, on est aussi en demande de personnes qui ont envie de porter ces valeurs et dans la communauté et à l'extérieur, etc. Et là, le gros avantage, je trouve, de cette révolution no code qu'on appelle, c'est que c'est en pleine construction, en fait. Et moi, c'est ça aussi qui m'a fait aller dans ce secteur, c'est de se dire, en fait, je participe à quelque chose qui est en pleine création, qui est encore à taille assez humaine. Enfin, l'échelle est encore assez petite quand on voit le nombre de personnes créatrices et créateurs d'outils et utilisateurs, utilisatrices. Donc, il y a vraiment moyen de mettre sa pierre à l'édifice, en fait, je trouve, et de donner, de mettre sa patte dans le développement de tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, d'un point de vue assez humble, est assez atteignable. Et c'est aussi assez gratifiant. Surtout qu'il y a beaucoup de... Ça fait vraiment écho dans la communauté parce que, comme je dis, il y a cette vraie volonté de mettre des choses en place. Donc, ça peut être aussi j'aime pas dire un terrain de jeu parce que c'est pas un jeu, mais un bon moyen, en fait, de s'investir dans l'association et dans ce mouvement plus général. Voilà, c'est une très longue conclusion. Et aussi, merci beaucoup à toi pour l'invitation et tout, et de porter ces sujets, c'est hyper important, que ce ne soit pas aussi que des femmes ou des personnes concernées, etc., qui portent ça. Donc, merci beaucoup, franchement, ça demande de l'humilité et de faire la place pour ça, donc c'est top. Écoute, avec plaisir. Moi, je retiens ce que tu avais dit la dernière fois et ce que tu as répété aujourd'hui. C'est le fait que la diversité et l'inclusion, c'est une direction, c'est pas une destination. Ça, pour moi, c'est vraiment un point à garder à l'esprit en permanence. C'est-à-dire que c'est pas possible d'être parfait. C'est pas possible d'être parfait en tant que personne. C'est pas possible d'être parfait en tant qu'organisation. Donc ça, d'un côté, ça libère d'un poids, et d'un autre côté, ça oblige à un peu d'autocritique, parce que quand on commence à se reposer sur nos lauriers en se disant c'est bon, on a fait ce qu'il fallait, c'est un problème. Ça veut dire aussi que c'est impossible d'être bon élève sans avoir des actions dédiées. Je veux dire, nous, on est bon, on est inclusif. Qu'est-ce que vous faites? Non, mais il n'y a pas besoin, on est des membres sympas, tout ça. Non, ça marche pas comme ça. Et après, moi, je reste choqué par les réflexes de justification qu'on a souvent, de justifier ce qu'on vient de dire. Mais non, mais tu comprends pas, c'est pas ce que je voulais dire. Oh, mais... ou alors, des fois, de justifier une situation, justifier pourquoi c'est comme ça dans la société, et t'entends justifier les écarts de salaire homme-femme, justifier telle ou telle chose, enfin, des aberrations. Tu dis... Commence par écouter. Ensuite, on discute, mais pas être vraiment dans cette réaction immédiate. Et un truc que j'ai... Enfin, une notion qui bloque beaucoup, j'ai l'impression, c'est la notion de privilège. Personne ne veut admettre être privilégié. Et en fait, pour moi, c'est une incompréhension de ce qu'est un privilège. C'est-à-dire, être privilégié, c'est pas uniquement être enfant de milliardaire, quoi. C'est plus vaste que ça. Dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on entreprend, il y a une part de mérite, une part de privilège, une part de chance. Des fois, c'est de la chance, des fois, c'est de la malchance, des fois, c'est les privilèges qui nous avantagent, des fois, c'est un manque de privilèges qui nous tire vers le bas. Des fois, on a bossé à fond, donc beaucoup de mérite, ou des fois, non, pas du tout, mais c'est juste de la chance. Enfin, il y a toujours un mélange de ça. Donc, dire non, mais moi, j'ai pas de privilèges, tout est dû à la sueur de mon front, c'est forcément faux. Donc, faut remettre ça dans un contexte plus global. La roue des privilèges, encore une fois, aide beaucoup à bien comprendre un peu tous ces ressorts-là.
moi, ça m'avait beaucoup aidé de prendre ce recul-là et de dire, ben ouais, mais en fait, je suis privilégié par bien des aspects. Mes parents sont pas riches, mais j'ai grandi dans une famille stable. Mes parents ont pu me payer mes études. J'ai pas dû bosser à côté. Oui, j'ai intégré une grande école et j'ai beaucoup bossé et j'ai du mérite. Mais ça veut pas dire que j'ai pas eu de privilèges qui font que c'était quand même plus facile pour moi que pour d'autres. Ou tout simplement que d'autres personnes ne savaient même pas que ça existait, que c'était entre guillemets la voie royale en France. Et c'est important, et quand on est à justifier que non, mais moi de toute façon personne m'a jamais rien donné, j'ai bossé, etc. Bon, c'est le signe aussi qu'on manque un peu de recul. Voilà, je m'étends. Un mot de la fin. Bah non, si ce n'est juste merci beaucoup à tous et toutes déjà de vous intéresser à ces sujets, d'avoir soit participé au live, soit pour les personnes qui vont écouter le podcast. N'hésitez pas à diffuser aussi ça et à vous imprégner de quelques billes et diffuser ça autour de vous. C'est hyper important et ça fait la différence. Et merci beaucoup aussi, Pierre, pour l'invitation. J'étais hyper honorée. Donc, en plus, c'est la deuxième, donc je suis vraiment super contente. Avec grand plaisir. Pour tout te dire, je voulais traiter de ça comme deuxième sujet, et j'avais pensé initialement à Carole, et j'ai vu ton intervention en décembre. Je me suis dit, j'ai envie d'en discuter avec toi, Carole. Je trouverais plein de sujets pour discuter avec elle. J'ai discuté déjà beaucoup de diversité et inclusion avec elle, donc ça me fera d'autant plus plaisir de discuter de nouveaux sujets avec elle. Donc merci pour tes lumières et ton engagement sur le sujet. Est-ce que tu as une actualité à partager? Est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut te suivre si on veut en savoir plus? Actualité, pas spécialement. Par contre, pour me suivre sur LinkedIn, je suis pas forcément toujours hyper active, mais en tout cas, j'essaye de poster justement, enfin, d'épingler les contenus qui concernent ces sujets-là auxquels j'ai pu participer. Et je vais essayer de publier peut-être un petit portfolio qui reprendra un petit peu les interventions que j'ai pu avoir sur ces sujets, parce qu'il commence à y en avoir un petit peu, et je trouve que c'est une bonne base aussi finalement de réflexion aussi là-dessus, notamment sur l'événement que j'avais organisé avec Maestro. Il y a une rediffusion qui a été faite, un article qui est sorti, donc je me dis que ça pourrait être chouette. J'ai fait tomber un truc, de rassembler un petit peu ça. Mais sinon, non, sur LinkedIn essentiellement, ou sinon bien sûr sur le Slack No Code France, que j'avais un peu quitté là ce dernier mois parce que j'ai pris un gros mois off, mais là le but c'est de redevenir bien actif dessus, donc voilà. Et aussi trop hâte bien sûr d'écouter les prochains épisodes, et notamment avec Carole, c'est trop chouette. Ne sois jamais désolé de prendre des vacances. C'est clair. Important. Merci beaucoup Manon. En tout cas, merci beaucoup à toutes et tous qui nous avaient suivis en live ou en replay. C'est donc la fin de l'émission. Le mois prochain, je recevrai Xavier Agapé, qui nous écoute d'ailleurs. Donc, on discutera ensemble des critères à regarder pour construire sa stack no-code. Alors, sa stack no-code, c'est sa boîte à outils no-code. Que ce soit d'ailleurs pour un projet ou pour soi, avant de se lancer en freelance, pour travailler son employabilité, etc. On veut se lancer dans le no-code, on ne sait pas exactement sur quels outils se lancer. C'est des questions qu'on voit très très souvent dans la communauté. Comment choisir, quels sont les critères à prendre en compte? Là aussi, très vaste sujet. Mais ce sera, je n'en doute pas, passionnant avec Xavier, qui maîtrise à lui tout seul 153 229 outils la dernière fois que j'ai compté. Et ce sera le mercredi 1er mars 2023 à 13h. N'oubliez pas de noter le rendez-vous dès maintenant. D'ici là, on se retrouve ce soir, mercredi 1er février, pour les Parisiennes et les Parisiens, pour l'apéro mensuel No Code France. Je rappelle que c'est tous les premiers mercredis du mois, comme cette émission. Et j'animerai également un live spécial Comment scaler avec Airtable le vendredi 17 février à 13h, toujours sur le Twitch No Code France. Si vous aimez vous amuser avec Airtable, vous êtes les bienvenus. Merci encore à toutes et tous. Et d'ici là, prenez soin de vous, no codez bien, et à très vite. Salut!